Les anciens racontent que le démon de la Nicolière est une entité qui fut invoquée lors de rituels sombres, des pratiques interdites menées par des sorciers cherchant à contrôler les forces de la nature. Il y a une vieille histoire qui circule parmi les habitués du casino de Curepipe, une histoire que les joueurs les plus superstitieux n'osent murmurer qu'à voix basse, comme s'ils craignaient d'attirer la malédiction sur eux-mêmes. Cette légende parle d'une créature mystique, un serpent gigantesque qui rôde sous les fondations du bâtiment, attirant les joueurs vers la ruine. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir aux premières années de ce célèbre casino. À l'époque, Curepipe était un lieu en pleine expansion, un centre de divertissement où l'argent coulait à flot. Les riches propriétaires terriens et les commerçants venaient y jouer, dans l'espoir de doubler ou de tripler leur fortune. Mais avec tout cet argent en jeu, les rumeurs d'énergie sombre et de rituels occultes commencèrent à se répandre. On disait qu'un homme influ, ruiné par une série de pertes incroyables, avait invoqué une force surnaturelle pour inverser sa malchance. Mais ce qui fut invoqué était bien plus dangereux que tout ce qu'il avait imaginé. On raconte qu'une nuit, alors que le casino était rempli de rires et de bruits de jetons, l'homme apparut avec un étrange éclat dans le regard. Il s'assit à la table de jeu et plaça un pari insensé. À sa grande surprise, il gagna. Puis il gagna encore et encore, jusqu'à ce que tout le monde soit stupéfait. Mais au moment où il s'apprêtait à encaisser ses gains, un cri perça la salle. Les lumières vacillèrent, et tout le monde se figea. Certains disent qu'ils sentirent le sol vibrer, comme si quelque chose d'énorme se déplaçait en dessous. Une ombre serpentine aurait été aperçue glissant le long des murs, rapide et silencieuse. Puis, dans un souffle glacial, l'homme s'effondra, les yeux grands ouverts, figé dans une expression de terreur. Depuis ce jour, les employés du casino ont rapporté des événements étranges. Des bruits de sifflement, semblables au souffle d'un serpent, se faisaient entendre tard dans la nuit, quand la salle était vide. Les joueurs les plus avides, ceux qui n'étaient jamais satisfaits de leurs gains et continuaient à parier jusqu'à perdre tout leur argent, affirmaient avoir vu des yeux jaunes, brillants, les fixant depuis les coins sombres de la pièce. Ce serpent, selon la légende, serait le gardien de la fortune du casino, un esprit serpent invoqué par la désespération humaine et qui se nourrit de la cupidité des âmes perdues. Le personnel de sécurité, bien que rationnel, raconte que certains soirs, il refuse d'aller dans les sous-sols du bâtiment. L'endroit est imprégné d'une froideur anormale, et plusieurs agents jurent avoir entendu quelque chose de gigantesque glisser le long des murs de pierre. Aujourd'hui, même les joueurs les plus sceptiques hésitent à défier cette histoire. Ils disent que si tu perds trop et que tu refuses de partir, tu risques de ressentir la présence du serpent. Un souffle glacial sur ta nuque, une ombre qui s'étire et se tord sur le sol, et soudain, tu comprends que tu es sur le point de perdre bien plus que de l'argent. Alors, si tu te rends au casino de Curepipe et que la chance commence à tourner, il vaut mieux partir avant qu'il ne soit trop tard. On ne sait jamais qui ou quoi attend patiemment, prêt à réclamer sa part. Marie Reine de la Paix, ce sanctuaire paisible perché sur les hauteurs de Port-Louis, est un lieu de prière et de recueillement. Le jour, il est rempli de visiteurs qui viennent admirer la vue imprenable sur la capitale, des touristes qui prennent des photos et des fidèles qui s'agenouillent pour murmurer des prières. Mais la nuit, ce même lieu prend une toute autre ambiance, une aura qui fait frissonner même les plus braves. Il était minuit passé, une heure où seuls les plus audacieux osent rester dans cet endroit. Une bande de jeunes amis, déterminés à se prouver qu'ils ne craignaient rien, avaient décidé de s'y aventurer. Armés de lampes torchées et de rires nerveux, ils se défièrent mutuellement de grimper les marches qui mènent au sommet, là où la statue de la Vierge Marie semble veiller sur la ville endormie. Mais plus ils montaient, plus ils sentaient une présence étrange, quelque chose qui les observait, dissimulé dans l'ombre. L'un des amis, Priya, s'arrêta soudain, sentant le poids d'un regard invisible sur elle. Elle se retourna brusquement, sa lampe balayant le vide. Rien. Elle éclata d'un rire nerveux, accusant son imagination de lui jouer des tours. Mais au moment où elle s'apprêtait à rejoindre ses amis, elle entendit un faible gémissement, un murmure, presque un sanglot. Le son semblait venir de derrière un bosquet de bougainvilliers. Priya sentit son cœur s'emballer,
mais la curiosité la poussa à s'approcher. Et c'est laquelle la vit. Une femme, drapée dans une robe légère et vaporeuse, presque transparente sous la lumière des étoiles. Elle était assise, la tête baissée, ses cheveux noirs en cascade couvrant son visage. Priya resta figée, comme clouée sur place. La femme semblait si réelle, et pourtant il y avait quelque chose d'étrange dans la manière dont elle se tenait, comme si elle était suspendue entre deux mondes. Priya prit une grande inspiration et balbutia un « bonsoir ». Tremblant. La femme releva lentement la tête, dévoilant un visage d'une pâleur surnaturelle, ses yeux remplis d'une tristesse insondable. Priya sentit une vague de froid l'envahir, une douleur lancinante dans son propre cœur, comme si elle partageait la peine de cet inconnu. L'esprit murmura quelque chose, un nom, un appel désespéré. « Olivier !» gémit-elle, comme si elle cherchait quelqu'un qu'elle avait perdu depuis longtemps. Puis, avant que Priya ne puisse faire un geste, la silhouette se dissipa dans l'air, comme un voile de brume emporté par le vent. Les autres amis, entendant Priya crier, accoururent et la trouvèrent assise, tremblante, son visage livide. Elle tenta de leur expliquer ce qu'elle avait vu, mais ses mots semblaient s'emmêler dans sa peur. Plus tard, en parlant avec les habitants de Port-Louis, ils découvrirent la légende de cette femme. On raconte qu'elle avait perdu son fiancé, Olivier, dans des circonstances tragiques des années auparavant. Il ne s'était jamais rendu à leur rendez-vous au sanctuaire, et elle l'avait cherché jusqu'à ce que son cœur cesse de battre, brisé par le chagrin. Depuis, son esprit erre à Marie, reine de la paix, cherchant toujours celui qu'elle a aimé, comme un murmure du passé qui refuse de s'éteindre. Les anciens conseillent de ne jamais rester seul trop longtemps là-bas après le coucher du soleil. Si tu entends un sanglot ou un murmure, il vaut mieux ne pas chercher à en savoir plus. Parfois, ce que l'on trouve peut hanter nos rêves pour toujours. Flic en Flac, célèbre pour ses plages idylliques, est également le théâtre d'une histoire qui glace le sang, celle de la Dame Noire. Ce fantôme mystérieux est souvent aperçu par les chauffeurs de taxi, un esprit qui, selon la légende, apparaît pour semer le trouble. Un soir, Kishan, un chauffeur de taxi, terminait sa dernière course. Il roulait le long de la route déserte, les fenêtres baissées pour laisser entrer la brise marine. Soudain, une femme vêtue de noir fit signe au bord de la route. Kishan s'arrêta, légèrement méfiant, mais ses instincts de chauffeur lui dirent de ne pas refuser une cliente. La femme s'assit sur le siège arrière sans un mot, son visage dissimulé par un voile épais. « Vous allez où » demanda-t-il. Elle indiqua un endroit vague, mais sa voix était si basse qu'il peina à comprendre. Kishan démarra, mais la tension dans l'air le rendait nerveux. Il essaya de faire la conversation, mais la Dame Noire resta silencieuse. Il la regarda brièvement dans le rétroviseur et sentit son cœur se serrer. Ses yeux, ils étaient vides, comme ceux d'une poupée sans âme. Alors qu'il s'apprêtait à s'arrêter pour lui demander de descendre, la radio du taxi grésilla violemment, crachant des sons déformés. Puis, dans un souffle glacé, la femme parla « Pourquoi m'as-tu abandonné » Kishan se retourna, mais le siège arrière était vide. Pris de panique, il freina brusquement, sortant en trombe de son taxi. La route était déserte, et il n'y avait aucune trace de la femme. Depuis cette nuit, Kishan refuse de travailler tard. Il a entendu d'autres chauffeurs parler de la Dame Noire, une femme qui, selon l'histoire, avait été trahie et abandonnée par un homme qu'elle aimait, et qui hante les routes en quête de réponse. Alors, si un jour tu prends un taxi tard le soir à Flic en Flac, ne sois pas surpris si ton chauffeur te demande de vérifier le siège arrière. On ne sait jamais qui pourrait monter sans prévenir. Plaine des Roches est une région connue pour ses étendues de verdure et ses champs tranquilles, mais ceux qui habitent la région connaissent bien l'histoire terrifiante du chasseur fantôme. Ce n'est pas une simple fable racontée pour effrayer les enfants. Non, c'est un récit que de nombreux villageois prennent très au sérieux. Il y a plusieurs décennies, un chasseur réputé du nom de Jacques errait dans ces plaines. Jacques était un homme fier, obsédé par la chasse, et il avait juré de devenir le meilleur tireur de la région. Une nuit, alors que la lune était haute et ronde comme une pièce d'argent, Jacques sortit pour traquer un sanglier particulièrement rusé qui avait échappé à tous ses pièges.
Il s'enfonça dans les bois, sa carabine à la main, prêt à prouver sa valeur une fois pour toutes. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Jacques entendit des bruits de pas derrière lui, comme si quelqu'un ou quelque chose le suivait. Il se retourna brusquement, mais il ne vit rien d'autre que l'ombre des arbres. Pourtant, le bruit continuait, et bientôt, il se transforma en un rire lugubre, comme si la forêt elle-même se moquait de lui. Jacques, homme rationnel, secoua la tête, refusant de croire à des histoires de fantômes. Il continua d'avancer, mais l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. C'est alors qu'il aperçut des yeux rouges brillant dans l'obscurité. Pensant que c'était le sanglier, il se prépara à tirer. Mais les yeux s'approchèrent, et ce qu'il vit le glaça d'effroi, une silhouette fantomatique, habillée en chasseur, mais sans visage, seulement un vide noir où aurait dû se trouver sa tête. Jacques cria, et sa carabine tomba de ses mains. La figure spectrale leva une arme ancienne et tira, mais au lieu d'une balle, c'est un souffle de vent glacial qui traversa Jacques, le faisant s'effondrer. Quand les villageois le retrouvèrent le lendemain, Jacques était allongé, les yeux ouverts et vides, comme s'il avait vu l'enfer lui-même. Depuis ce jour, les chasseurs de la région racontent que l'esprit de Jacques hante les plaines, piégé dans une chasse éternelle. Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu résonner dans le lointain, même lorsqu'il n'y a personne dans la forêt. D'autres jurent avoir senti un souffle glacé, ou même vu des traces de pas qui apparaissent puis disparaissent sans raison. Un soir, Manu, un agriculteur, rentrait chez lui après avoir travaillé tard. Il décida de couper à travers la forêt, même s'il savait que ce n'était pas prudent. Alors qu'il avançait, il entendit des bruits étranges, comme si quelqu'un le suivait. Il accéléra le pas, mais les bruits s'intensifièrent. Puis, devant lui, se dressa le chasseur fantôme. Manu ne réfléchit pas, il lâcha ses outils et courut aussi vite que possible. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, il raconta son expérience, le visage blême. Les anciens disent que le chasseur fantôme traque ceux qui osent entrer dans sa forêt sans respect. Certains disent même qu'il protège les animaux qu'il n'a jamais pu attraper de son vivant, condamné à errer jusqu'à ce que son âme trouve la paix. Si tu te promènes un soir à Plaine des Roches, rappelle-toi de cette histoire. Peut-être que le chasseur te laissera tranquille, ou peut-être pas. Le tunnel de Bausonges est un passage étroit et sombre, qui a vu passer des milliers de voitures, des camions et des motos, mais qui abrite aussi des secrets que peu osent dévoiler. Ce tunnel, bordé de végétation sauvage et d'ombres qui semblent danser au gré des phares, est le théâtre d'une légende que les anciens racontent avec gravité, celle du gardien. Il y a quelques années, un chauffeur de bus du nom de Sunil avait l'habitude de finir ses rondes tard dans la nuit, empruntant ce tunnel pour rentrer chez lui. Une nuit, alors qu'il traversait le tunnel, il ressentit une sensation étrange, comme si quelqu'un d'invisible l'observait. Il haussa les épaules, mettant cela sur le compte de la fatigue. Mais à mi-chemin, son moteur cala brusquement. Tous les voyants du tableau de bord s'éteignirent, et un silence assourdissant s'installa. Sunil jura, tentant de redémarrer le bus, mais rien n'y faisait. Il sortit de son véhicule, une lampe de poche à la main, et regarda autour de lui. L'obscurité semblait plus dense ici, et le faisceau de sa lampe semblait avoir du mal à percer l'ombre. Sunil sentit alors un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas soudain, un bruit sourd résonna derrière lui, comme le claquement d'un pied lourd sur le sol. Il se retourna brusquement, la lampe tremblant dans sa main. Là, debout, se trouvait une silhouette massive, enveloppée d'un manteau noir, avec un chapeau qui masquait son visage. « Que fais-tu ici » demanda une voix rauque, résonnant dans le tunnel comme un écho maudit. Sunil, la gorge sèche, essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Le gardien s'avança d'un pas lourd, et Sunil remarqua que, malgré sa taille imposante, il semblait flotter légèrement, comme s'il n'était pas tout à fait humain. « Tu ne devrais pas rester ici » poursuivit la silhouette, une menace latente dans sa voix. Paniqué, Sunil courut vers son bus et sauta sur le siège conducteur. Il tourna la clé avec frénésie, et à son grand soulagement, le moteur rugit de nouveau. Sans regarder derrière lui, il appuya sur l'accélérateur et s'échappa du tunnel, les mains crispées sur le volant. Une fois en sécurité chez lui,
il raconta son histoire à ses proches, qui lui conseillèrent de ne jamais reprendre cette route la nuit. Les récits similaires sont nombreux. Des automobilistes disent avoir vu des ombres massives bouger dans les profondeurs du tunnel. Certains ont rapporté des pannes de voitures soudaines, suivies de la même rencontre avec le gardien. D'autres, plus courageux ou imprudents, ont tenté de revenir pour voir si la légende était vraie, mais ils décrivent tous cette même terreur glaciale, cette présence oppressante qui les force à fuir. Selon la légende, le gardien serait l'esprit d'un ancien travailleur qui est mort tragiquement pendant la construction du tunnel. Sa tâche, même après la mort, serait de veiller sur ce passage et de chasser ceux qui s'y attardent trop longtemps. Les anciens disent qu'ils n'aiment pas les étrangers, surtout ceux qui ne respectent pas ce lieu. Alors, si un soir tu es contraint de traverser le tunnel de Beausonge et que ton moteur s'arrête soudainement, n'attends pas, redémarre et continue sans regarder derrière toi. Car le gardien veille, et il ne tolère pas les visiteurs impolis. Gris-Gris, une plage magnifique mais dangereuse, est réputée pour ses vagues impitoyables et ses falaises vertigineuses. Mais ce qui la rend encore plus effrayante, c'est la légende du squelette qui rôde parmi les rochers, errant comme un avertissement pour ceux qui s'aventurent trop près de l'eau. L'histoire débute avec des pêcheurs locaux qui, à l'aube, ont juré avoir vu une silhouette étrange se dessiner dans le brouillard. Une silhouette squelettique, vêtue de haillons, qui marchait lentement le long de la plage, traînant un filet usé derrière lui. On dit que ce squelette n'est autre que l'esprit d'un marin perdu, un homme qui a osé défier les mers en colère et a payé le prix ultime. Une nuit, David, un jeune homme en quête d'adrénaline, décida de camper sur la plage avec des amis. Armés de feux de camp et de guitare, ils passèrent la soirée à chanter et à raconter des histoires. Mais alors que minuit approchait, une brise glaciale s'éleva, et les flammes du feu de camp vacillèrent. David entendit un bruit étrange, comme des os qui claquaient les uns contre les autres. Intrigué, il s'éloigna de ses amis pour enquêter. Il s'approcha des rochers, où le brouillard s'épaississait, et il le vit. Une silhouette maigre, ses os blancs comme la craie, se balançant lentement d'avant en arrière. Le squelette tourna la tête, ses orbites vides semblant fixer David. Pris de panique, le jeune homme recula, mais ses jambes se dérobèrent sous lui. Une voix s'éleva alors, un murmure profond qui semblait venir des profondeurs de l'océan, « Rends-moi ce que j'ai perdu. » David, terrifié, courut vers ses amis, et tous quittèrent la plage en laissant tout derrière eux. Depuis ce jour, il ne retourne jamais à Gris-Gris, et il met en garde quiconque contre le squelette des rochers. Les pêcheurs disent que le fantôme cherche encore son trésor perdu ou l'âme d'un autre marin qui prendra sa place. Pointe-aux-Canonniers, avec ses plages et ses paysages magnifiques, cache une histoire sinistre que peu osent évoquer à haute voix. C'est l'histoire du cri du bébé, un son déchirant et inexplicable qui hante les nuits des résidents. Ce n'est pas une simple légende, plusieurs témoins ont entendu ce cri, un pleur qui semble provenir de l'autre monde. Tout a commencé il y a plusieurs décennies, quand une jeune femme, dont le nom s'est perdu dans les archives de l'histoire, a perdu son bébé de manière tragique. On dit qu'elle errait chaque nuit sur la plage, son bébé mort dans ses bras, hurlant de douleur et de désespoir, jusqu'à ce qu'elle se jette dans la mer pour rejoindre son enfant dans l'au-delà. Mais son âme, consumée par la tristesse, n'a jamais trouvé la paix. Arjun, un pêcheur local, se souvient parfaitement de la nuit où il a entendu le fameux cri pour la première fois. Il réparait ses filets sur la plage, les vagues léchant doucement le sable. La nuit était calme, presque trop calme. Soudain, un son perça l'air, un cri de bébé, perçant et désespéré, qui semblait venir de l'eau. Arjun se figea, les cheveux dressés sur sa nuque. Le son était tellement déchirant qu'il lui donna envie de pleurer, mais il savait ce que cela signifiait. Ses mains tremblantes, il rassembla ses affaires et s'éloigna, le cœur battant. Le lendemain, il raconta son expérience aux anciens du village. Ils secouèrent la tête gravement. « C'est elle, » murmura l'un d'eux, la mère en deuil. « Elle cherche toujours son enfant. » Arjun n'était pas le premier à entendre ce cri, et il ne serait pas le dernier. Les familles locales disent que lorsque le cri du bébé retentit, il vaut mieux rester chez soi, car ceux qui s'aventurent à la recherche du son ne reviennent pas toujours.
Un autre soir, Rakesh, un jeune homme sceptique, défia ses amis en prétendant qu'il passerait la nuit sur la plage. Armé d'une lanterne et d'une bouteille de rhum pour se donner du courage, il s'assit près de l'eau, prêt à prouver que la légende n'était que pure fiction. Mais alors que minuit approchait, il entendit ce fameux cri. Un pleur si douloureux, si plein de détresse qu'il sentit son cœur se serrer. La lanterne vacilla, et Rakesh, effrayé, se leva d'un bond. Il vit une silhouette au loin, une femme vêtue d'une robe blanche, se tenant dans les vagues. Terrifié, il s'enfuit, laissant derrière lui sa lanterne et sa bravade. Le lendemain, il était méconnaissable, pâle et agité. Ses amis ne le reconnaissaient plus, et il ne parla jamais de cette nuit. Ceux qui l'ont vu depuis affirment qu'il a vieilli prématurément, comme si le cri du bébé avait emporté une partie de son âme. Ainsi, le cri du bébé continue de hanter Pointe-aux-Canonniers, rappelant aux vivants la douleur des esprits tourmentés. Les anciens recommandent d'éviter la plage après le coucher du soleil, car certaines peines ne s'apaisent jamais, et certaines âmes, même perdues, refusent de se taire. Dans le village tranquille de Bois-Chéry, se dresse une vieille maison dont les murs décrépits et les fenêtres brisées racontent l'histoire de décennies de solitude. Cette demeure, autrefois magnifique, est aujourd'hui enveloppée de ronces et de mystères, hantée par une légende sinistre. Les habitants l'appellent la maison maudite. L'histoire remonte à une époque où la maison appartenait à une riche famille coloniale. La plus jeune fille de la famille, Émilie, était une jeune femme magnifique, connue pour sa gentillesse. Mais elle fut promise en mariage à un homme cruel et possessif, un riche propriétaire de terre qui ne l'aimait que pour sa beauté. Le jour du mariage, Émilie, vêtue de sa robe de mariée blanche, tenta de s'enfuir avec son véritable amour, un jeune employé des champs. Mais son fiancé la découvrit et, dans un accès de rage, la pourchassa jusqu'à la maison. Les domestiques rapportent que des cris déchirants résonnèrent dans les murs de la demeure ce jour-là. Émilie fut enfermée dans une pièce du grenier, et la porte fut scellée. On raconte que, dévorée par la douleur et la solitude, elle finit par se donner la mort, sa robe de mariée encore sur elle. Depuis ce jour tragique, l'esprit d'Émilie n'aurait jamais quitté la maison. Un soir, 3 amis décident de braver la légende et d'explorer la demeure abandonnée. Ils grimpent par une fenêtre brisée, leur torche projetant des ombres inquiétantes sur les murs moisis. Le silence est pesant, et chaque pas soulève de la poussière et fait craquer le plancher. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» murmure Lina, la seule fille du groupe, dont les mains tremblent. Les garçons rient nerveusement, mais leur bravoure disparaît lorsqu'ils entendent un gémissement faible, presque un souffle. Les 3 amis se regardent, leurs yeux écarquillés. Soudain, une porte au bout du couloir grince et s'ouvre lentement. Une lumière blafarde s'en échappe, et un parfum de rose fané envahit l'air. Poussés par une curiosité effrayée, ils s'approchent, mais ce qu'ils voient les glace sur place. Là, dans la pièce poussiéreuse, une jeune femme en robe de mariée est assise, le visage baissé, ses cheveux noirs tombant en cascade autour d'elle. Ses épaules se secouent comme si elle pleurait. Émilie, ose murmurer un des garçons. La femme relève lentement la tête. Ses yeux sont vides, et un rictus sinistre déforme ses traits. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» gémit-elle, sa voix résonnant comme un écho d'un autre temps. Les amis hurlent de terreur, se précipitant vers la sortie. Mais la maison semble se refermer sur eux. Les portes claquent, les fenêtres se verrouillent, et des rires lointains et terrifiants remplissent les couloirs. Finalement, ils réussissent à s'échapper, leur cœur battant à toute vitesse, et ils jurent de ne jamais y retourner. Les habitants de Bois-Chéry affirment que la maison maudite est un lieu où le passé ne s'est jamais éteint. La silhouette d'Émilie apparaît parfois aux fenêtres, cherchant son amour perdu, et son esprit veille, piégé par la douleur de son destin brisé. Aujourd'hui encore, personne n'ose s'aventurer près de la maison une fois la nuit tombée. Si tu as déjà visité la forêt Macabée, tu sais à quel point elle est magnifique durant la journée. Les oiseaux tropicaux chantent dans les arbres, et les rayons de soleil transpercent les feuilles d'émeraude, créant un jeu de lumière enchanteur. Mais lorsque le soleil se couche et que l'obscurité s'installe, le décor change complètement. Le silence devient pesant,
et un sentiment inexplicable de malaise s'empare de quiconque ose s'aventurer sous les arbres. Il y a quelques années, un groupe de randonneurs décida de tester sa bravoure en traversant la forêt de nuit. C'étaient des amis d'enfance, habitués à s'amuser et à défier les légendes locales. Armés de torchers et d'une bouteille de rhum pour se réchauffer, ils pénétrèrent dans la forêt, riant de bon cœur. Ils plaisantaient sur les esprits et les histoires que leurs grands-parents leur avaient racontées. Pour eux, ces récits n'étaient que des contes pour effrayer les enfants. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les sentiers sombres, leur humeur changea. Le rire s'éteignit, remplacé par un silence étrange. Même les bruits de la nature semblaient s'être évaporés. Pas un cri d'oiseau nocturne, pas le moindre froissement de feuilles. Juste un vide sonore, oppressant. C'est alors que l'un des amis, Rajiv, se figea. « Attendez, murmura-t-il, tendant l'oreille. Les autres, surpris, se turent également. C'est là qu'ils l'entendirent, une voix. La voix était douce, mélodieuse, presque envoûtante. Une femme, semblait-il, chantonnait une comptine dans une langue que personne ne reconnaissait. Les mots glissaient dans l'air, comme des notes mystérieuses caressant la brise. Rajiv échangea un regard nerveux avec ses amis. « C'est sûrement quelqu'un qui plaisante, chuchota-t-il, bien que son ton trahisse son incertitude. » Personne ne voulait admettre qu'ils avaient peur, mais leur rythme cardiaque s'accélérait. L'un des amis, Karim, tenta de se donner du courage. « Qui est là » cria-t-il, sa voix brisant le silence de manière presque vulgaire. La réponse fut immédiate. La voix s'arrêta net, et un silence encore plus lourd retomba sur la forêt. Soudain, des bruits de pas résonnèrent, des pas précipités qui semblaient s'éloigner, comme si quelqu'un ou quelque chose s'enfuyait. Pourtant, lorsqu'ils braquèrent leurs torchers dans la direction du bruit, ils ne virent rien. Rien du tout. Le groupe décida de ne pas s'attarder et fit demi-tour, leur bravoure s'étant évaporée comme la brume. Mais la forêt ne les laissa pas partir aussi facilement. Alors qu'ils pressaient le pas, la voix réapparut, cette fois plus proche, plus insistante, comme un murmure juste derrière eux. « Ne pars pas » susurrait-elle, un appel qui leur glaça le sang. Ils se mirent à courir, leur souffle se transformant en panache de vapeur dans l'air frais de la nuit. Les branches semblaient s'agripper à leurs vêtements, et le sentier qu'ils connaissaient si bien leur paraissait étrangement méconnaissable, comme si la forêt elle-même les trompait. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois hors des bois, leur cœur tambourinant et leurs mains tremblantes. Ils n'osèrent plus parler de ce qu'ils avaient entendu, mais chacun d'eux garda un souvenir vivace de cette nuit. Quelques jours plus tard, l'un des amis, Vic, revint seul à la forêt Maccabée, convaincu qu'il devait percer le mystère de cette voix. Il n'en reparla jamais à personne, mais ses proches remarquèrent qu'il n'était plus le même. Il restait souvent pensif, un regard lointain, comme s'il écoutait des murmures que personne d'autre n'entendait. Depuis, les habitants de la région avertissent les promeneurs de ne jamais ignorer les avertissements de la forêt. Car la voix de la forêt Maccabée est toujours là, chantant une comptine ancienne et étrange, attirant ceux qui osent l'écouter trop longtemps. Certains disent que c'est l'esprit d'une femme qui s'est perdue, d'autres pensent qu'elle était une prêtresse protectrice de la forêt. Une chose est sûre, si tu entends la voix, ne lui réponds jamais. Car une fois qu'elle te remarque, elle ne te lâche plus. Dans la région de Rivière-Noire, au cœur de la nature sauvage, une légende effrayante circule parmi les habitants, celle de l'homme sanglier. On raconte que cette créature, mi-homme, mi-bête, hante la forêt, un monstre né d'un terrible sortilège. Tout a commencé il y a des décennies, lorsque les colons s'emparèrent des terres ancestrales, chassant les habitants indigènes. Un chaman, dans un ultime acte de vengeance, maudit l'un des chefs envahisseurs, le condamnant à se transformer en un être sauvage et bestial. Et ainsi naquit l'homme sanglier, un monstre aux défenses acérées et aux yeux rouges comme des braises, errant sans fin dans la forêt. Kavi, un guide de montagne, a juré avoir vu la créature de ses propres yeux. Une nuit, alors qu'il emmenait un groupe de randonneurs camper près de la rivière, il sentit une présence étrange. Le feu de camp crépitait faiblement, et l'air était rempli de l'odeur de la forêt humide. Kavi restait vigilant, écoutant le moindre bruissement, quand un grognement profond retentit, résonnant à travers les arbres.
Les randonneurs, effrayés, se levèrent, et Kavi leur fit signe de rester calme. Mais la créature sortit de l'ombre. Elle était immense, son corps couvert de poils épais et de cicatrices, et sa tête ressemblait à celle d'un sanglier, avec des défenses qui brillaient sous la lumière de la lune. Ses yeux, rouges et furieux, se posèrent sur le groupe. Kavi savait que courir serait inutile. « Reculez lentement » chuchota-t-il, le cœur battant si fort qu'il pouvait à peine penser. La bête s'avança, grognant, ses sabots piétinant le sol avec rage. Mais alors qu'elle semblait prête à attaquer, un hurlement lointain se fit entendre, et l'homme sanglier s'arrêta. Il tourna la tête, comme s'il écoutait un appel mystérieux, puis s'enfonça dans les ténèbres de la forêt, laissant le groupe terrorisé mais indemne. Kavi n'a jamais oublié cette nuit. Il raconte que l'homme sanglier n'est pas seulement un monstre, mais un être en quête de son humanité perdue. Les habitants de Rivière-Noire, eux, continuent de vivre avec cette légende, évitant les forêts profondes et priant pour ne jamais croiser cette créature maudite. Il était une fois un homme nommé Arvin, un conducteur aguerri qui passait souvent par la route de Montagnery. Pour lui, cette route sinueuse et étroite n'était qu'un itinéraire ordinaire, un chemin qu'il avait parcouru tant de fois qu'il connaissait chaque virage par cœur. Mais une nuit, tout changea. C'était un soir sans lune, un de ces soirs où l'obscurité semblait étouffer la lumière. Arvin avait quitté Port-Louis tard, après un dîner avec des collègues. Le ciel était couvert, et les rares étoiles qui osaient briller s'étaient cachées derrière des nuages lourds. Sa vieille voiture ronronnait sur la route, et il bâilla, fatigué. La radio grésillait, cherchant désespérément une station. Le silence était assourdissant, et Arvin sentait une tension inexplicable dans l'air. Soudain, à un virage qu'il connaissait bien, il aperçut une silhouette. Une femme vêtue d'une robe blanche qui semblait flotter plutôt que marcher. Elle était là, juste au bord de la route, immobile, comme si elle attendait quelqu'un. Arvin sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il serra le volant, le cœur battant. Ses mains devenaient moites. Il tenta de se convaincre que c'était une illusion, un jeu d'ombre provoqué par la fatigue et la nuit. Mais la silhouette ne disparaissait pas. Au contraire, elle semblait de plus en plus réelle. Arvin ralentit, incapable de détourner les yeux. La femme releva la tête. Ses cheveux noirs, longs et emmêlés, dévoilèrent un visage d'une pâleur fantomatique. Ses yeux vides, comme deux abysses, le fixaient intensément. L'homme sentit une vague de panique monter. Les légendes de la Dame Blanche lui revinrent en mémoire, des histoires qu'il avait toujours entendues sans jamais y croire vraiment. On disait qu'elle était l'esprit d'une jeune mariée morte tragiquement sur cette route, un soir de pluie. Certains murmuraient qu'elle attendait son amour perdu, d'autres pensaient qu'elle cherchait à se venger de ceux qui osaient la déranger. Arvin n'osait pas bouger, cloué sur place par la peur. Puis, d'un geste qu'il ne comprit pas, la Dame Blanche leva lentement une main vers lui. Ses doigts translucides semblaient appeler, inviter ou même implorer. Mais le sentiment de terreur d'Arvin était si fort qu'il se força à réagir. Il écrasa l'accélérateur. La voiture bondit en avant, ses pneus crissant sur le bitume. Lorsqu'il jeta un dernier coup d'œil dans son rétroviseur, la silhouette avait disparu. Mais le froid qui s'était installé dans l'habitacle restait, une sensation de glace qui ne voulait pas le quitter. Il ne s'arrêta qu'une fois rentré chez lui, encore tremblant. Le lendemain, ses amis lui dirent qu'il avait eu de la chance. D'autres qui avaient vu la Dame Blanche avaient eu des accidents, des pannes de voiture, ou pire encore. On murmurait que ce n'était pas qu'une simple apparition, mais une malédiction qui s'accrochait aux âmes trop curieuses. Alors, si un jour tu traverses Montagnery, fais-le avec précaution. Ne tente pas de comprendre ce que tu vois, ne t'arrête pas, et surtout, prie pour que la Dame Blanche ne se souvienne pas de toi. La vallée des couleurs est un lieu magique, où la terre s'étend en nuances vibrantes d'ocre, de rouge et de vert, comme un tableau peint par la nature elle-même. Mais quand le soleil se couche, les couleurs se fanent, et un autre spectacle se déploie, celui des ombres. Les habitants des environs connaissent bien cette légende, bien qu'ils préfèrent ne pas en parler. Car ce qui hante la vallée des couleurs n'est pas seulement une histoire,
c'est une présence que beaucoup ont ressentie. Un groupe de photographes amateurs, fascinés par les histoires, décida un soir de camper dans la vallée pour capturer des clichés de la nature de nuit. Ils s'installèrent près d'une des collines colorées, en plaisantant et en partageant des histoires effrayantes pour se donner des frissons. Mais une fois la nuit tombée, l'ambiance devint lourde. Le vent se mit à souffler avec une intensité étrange, et les ombres des collines semblaient s'étirer, comme si elles prenaient vie. L'un des photographes, Mira, se leva pour ajuster son appareil. Soudain, elle sursauta en voyant une silhouette sombre se glisser derrière un rocher. « Vous avez vu ça » chuchota-t-elle, son cœur battant fort. Les autres se moquèrent gentiment, pensant qu'elle s'était laissée emporter par l'atmosphère. Mais alors que la nuit avançait, ils commencèrent tous à se sentir mal à l'aise. Des chuchotements s'élevaient dans l'air, des murmures dans une langue ancienne, comme si la terre elle-même leur parlait. L'un des photographes, Raj, se leva pour enquêter, une lampe de poche à la main. Il s'approcha des collines, où les ombres semblaient bouger indépendamment de la lumière. C'est alors qu'il vit quelque chose d'inexplicable, des silhouettes sombres, humaines mais sans visage, se déplaçaient lentement, comme des danseurs accomplissant un rituel ancien. Raj sentit sa gorge se serrer. Les ombres semblaient ne pas le voir, mais il avait l'impression qu'elles étaient conscientes de sa présence. Soudain, une des ombres se détacha du groupe et se dirigea vers lui. Raj recula, mais ses jambes tremblaient trop pour le porter loin. Les chuchotements s'intensifièrent, et Mira et les autres coururent vers lui, attirés par son cri de terreur. Ensemble, ils prirent leurs affaires et fuirent, les ombres les suivant du regard jusqu'à ce qu'ils quittent la vallée. Essoufflés et terrifiés, ils atteignirent leur voiture et quittèrent le site sans demander leur reste. Depuis ce jour, les photographes ne parlent jamais de ce qu'ils ont vu, mais leurs visages marqués par la peur racontent tout. Les anciens disent que les ombres sont les esprits des premiers habitants, ceux qui vénéraient la terre et ses couleurs. Ils ne tolèrent pas les visiteurs irrespectueux, et ceux qui les voient ne sont jamais les mêmes après. Alors, si jamais tu t'aventures dans la vallée des couleurs au crépuscule, fais attention à tes pas, respecte la terre, car ces ombres veillent toujours. Bambou est un village pittoresque, avec ses champs de canne à sucre et ses collines paisibles. Mais le calme apparent du lieu cache une histoire effrayante qui circule depuis des générations, le tambour fantôme. On dit qu'à certaines nuits, lorsque la lune est haute et que le vent souffle doucement, un son mystérieux de tambour résonne dans l'air, comme un appel venu de l'au-delà. L'histoire commence avec un vieil homme du village nommé Dinesh, connu pour ses récits sur les esprits et les traditions mauriciennes. Un soir, alors qu'il se reposait sur sa véranda, il entendit le battement rythmique d'un tambour, un son profond et envoûtant qui semblait flotter dans l'air. Intrigué, il se redressa, tendant l'oreille. Le rythme était étrange, presque cérémonial, comme un appel ancien, mais il ne voyait personne. Pourtant, la mélodie le captivait, et malgré la peur qui lui nouait le ventre, il se laissa guider par le son. Dinesh se leva et s'aventura dans la direction des battements, une lampe de poche vacillante à la main. Le chemin était sombre, et la végétation semblait se refermer autour de lui, créant un tunnel d'ombres inquiétantes. Le son du tambour s'intensifiait, se rapprochant à chaque pas. Mais ce qui le troubla le plus, c'était l'absence totale d'autres bruits. Pas de cris d'oiseaux nocturnes, pas de bruissement d'insectes, rien d'autre que ce tambour solitaire. Finalement, il arriva dans une clairière où se dressait un vieil arbre, noueux et sinistre. Le son semblait provenir de là, mais il n'y avait personne. Dinesh sentit un frisson glacial le parcourir. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsque, soudain, le tambour s'arrêta net. Le silence fut assourdissant, écrasant, et il lui sembla que même le temps s'était figé. C'est alors qu'un murmure s'éleva derrière lui, « Pourquoi viens-tu troubler notre paix ?» Il se retourna brusquement et vit des ombres humaines apparaître autour de l'arbre, des silhouettes translucides qui portaient des habits traditionnels et semblaient danser lentement au rythme d'un tambour invisible. Leurs visages étaient flous, comme si le vent les effaçait, mais leurs mouvements étaient synchronisés, hypnotiques. Dinesh sentit ses jambes se dérober, et sa lampe de poche tomba au sol, roulant pour éclairer la scène spectrale. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'une des ombres s'approcha de lui. «
Tu n'as rien à faire ici, murmura-t-elle d'une voix basse et chargée de tristesse. Dinesh, rassemblant ses forces, murmura une prière qu'il avait apprise enfant, demandant pardon pour avoir troublé le repos des esprits. Les ombres s'évanouirent lentement, emportées par une brise soudaine, et le tambour cessa définitivement. Épuisé et tremblant, Dinesh regagna son domicile, jurant de ne plus jamais suivre ce son fantomatique. Les villageois, après avoir entendu son récit, lui confirmèrent que le tambour fantôme est un ancien rituel, un souvenir des esclaves qui dansaient autour de cet arbre pour honorer leurs ancêtres et trouver la force d'endurer les épreuves. L'esprit du tambour reste, un écho de la douleur et de la résilience de ceux qui ont souffert sur cette terre. Aujourd'hui encore, ceux qui entendent le tambour savent qu'il ne faut pas suivre le son, car les esprits de bambou n'aiment pas être dérangés. La bibliothèque de Port-Louis est un lieu empli de savoir, un sanctuaire de livres et de manuscrits anciens qui racontent l'histoire de l'île. Mais à la tombée de la nuit, lorsque les portes se ferment et que le silence s'installe, la bibliothèque devient le théâtre d'un mystère glaçant, l'esprit du bibliothécaire. Les employés en parlent avec respect et une pointe de crainte, car cet esprit protège les livres, même dans la mort. L'histoire commence avec Monsieur Ram, un bibliothécaire dévoué qui avait consacré toute sa vie à la préservation des livres. On raconte qu'il connaissait chaque étagère, chaque tome par cœur, et qu'il aimait profondément ce lieu. Mais un jour, il fut victime d'un cambriolage-viol. Des voleurs, cherchant des documents précieux, s'introduisirent dans la bibliothèque et, dans une lutte acharnée, Ram fut mortellement blessé. Avec son dernier souffle, il jura de protéger les livres pour l'éternité. Des années plus tard, un jeune étudiant nommé Anil, passionné par l'histoire de l'île, décida de rester tard dans la bibliothèque pour travailler sur un projet. Il était tellement absorbé par ses recherches qu'il ne remarqua pas l'heure qui passait. Lorsqu'il se rendit compte qu'il était seul, le silence devint oppressant, et la lumière des lampes semblait vaciller de manière inexplicable. Anil rassembla ses affaires, mais un bruit attira son attention, le son d'un livre qui tombait. Il se retourna et vit, avec horreur, un livre ancien ouvert au milieu du couloir. Lentement, il s'approcha pour le ramasser, mais une main froide et invisible le saisit par l'épaule. « Ne touche pas » chuchota une voix profonde et solennelle. Anil se figea, le souffle court, et sentit une présence derrière lui. Il se retourna, et là, flottant dans l'ombre, se trouvait l'esprit de Monsieur Ram. Le spectre était vêtu de son vieux costume de bibliothécaire, mais ses yeux, autrefois doux, brillaient d'une lumière sévère. « Ces livres sont mon héritage, » murmura l'esprit, « et je ne tolère pas les intrus. » Anil, terrifié, laissa tomber son sac et s'enfuit sans se retourner, ses pas résonnant sur le sol de la bibliothèque vide. Le lendemain, il revint chercher ses affaires en plein jour, mais il garda le souvenir de cette nuit gravée dans son esprit. Les employés de la bibliothèque affirment que l'esprit de Ram continue de veiller. Des livres se déplacent mystérieusement, et ceux qui cherchent à voler ou abîmer les précieux manuscrits ressentent une force invisible les pousser à partir. Mais ceux qui respectent la bibliothèque et viennent avec de bonnes intentions disent sentir une chaleur protectrice, comme si l'esprit de Ram leur offrait sa bénédiction. Ainsi, la bibliothèque de Port-Louis reste un lieu de respect et de mystère. Les étudiants et les chercheurs y travaillent, conscients que, même après sa mort, un gardien silencieux veille sur le savoir et les histoires de l'île, prêt à protéger ce qu'il a aimé de son vivant. On dit que le pont de Baille du Tombeau, avec son apparence ordinaire, cache des secrets sombres et anciens. Un simple pont, oui, mais un lieu où de nombreux accidents inexplicables se sont produits. Les habitants murmurent qu'il est maudit, hanté par des esprits qui attirent les âmes dans l'eau sombre et froide qui coule en dessous. Un soir pluvieux, un jeune couple, Raj et Anisha, rentrait d'une soirée. Le ciel était chargé de nuages, et les éclairs illuminaient le paysage, révélant le pont couvert de brume. Raj, concentré sur la route glissante, accéléra légèrement, désireux de rentrer chez eux. Mais à mi-chemin, Anisha frissonna. « Tu sens ça » murmura-t-elle, en frottant ses bras. Une vague de froid venait de les envelopper, un froid glacial qui ne ressemblait en rien à l'humidité tropicale habituelle. Raj haussa les épaules, inquiet, mais il continua. «
Tout à coup, un bruit d'eau jaillissante retentit sous le pont. Anisha se retourna brusquement et, à sa grande horreur, vit une silhouette blanche apparaître sur le parapet. C'était une femme, les pieds nus et les cheveux trempés, comme si elle venait de sortir de la rivière. Elle se penchait, les yeux vides fixant l'eau noire en contrebas. Raj s'arrêta, les mains tremblantes sur le volant. « Ne descends pas » murmura-t-elle avec une voix éteinte qui semblait se fondre dans le bruit de la pluie. La femme se retourna lentement vers eux, dévoilant un visage déformé par la douleur et la tristesse. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle, sa voix brisée. Avant que Raj ou Anisha ne puissent répondre, la silhouette se jeta dans la rivière avec un bruit sourd, disparaissant sous les vagues. Raj, tremblant de peur, accéléra, priant pour que le pont ne les retienne pas prisonniers. Plus tard, ils apprirent l'histoire de cette femme, une jeune mariée qui, des décennies plus tôt, avait été jetée du pont par son mari jaloux. Depuis, son esprit tourmenté attirait les âmes des vivants, cherchant à leur faire partager sa douleur. Certains disent qu'elle apparaît encore, les nuits où la brume enveloppe le pont, attendant que quelqu'un s'arrête. Les falaises de Souillac, spectaculaires et redoutables, attirent des visiteurs venus admirer les vagues déchaînées s'écrasant contre les rochers. Mais sous cette beauté sauvage se cache une légende sombre, celle de la femme des falaises, un esprit vengeur qui hante la région. On raconte qu'elle apparaît aux imprudents, les yeux remplis de douleur, juste avant qu'un drame ne survienne. L'histoire débute avec Akash, un jeune poète, qui aimait passer des heures sur les falaises pour s'inspirer de la vue. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, il décida de s'y rendre pour écouter le grondement de l'océan. La lune, haute et éclatante, baignait les rochers d'une lumière fantomatique. Akash s'assit, laissant son carnet reposer sur ses genoux, et se perdit dans la contemplation des vagues. C'est alors qu'il la vit. Une femme, debout au bord de la falaise, sa silhouette élancée éclairée par la lune. Elle portait une robe blanche, fine comme un voile, qui semblait danser dans le vent. Ses cheveux noirs flottaient autour de son visage, masquant ses traits. Akash sentit son cœur s'accélérer. Il n'y avait personne d'autre à des kilomètres à la ronde, et il savait qu'un faux pas pouvait être fatal. « Madame » appela-t-il, inquiet qu'elle soit sur le point de sauter. La femme se tourna lentement vers lui, et Akash eut un frisson glacé en voyant ses yeux. Ils étaient vides, dépourvus de vie, comme des gouffres sans fond. « Pourquoi m'as-tu abandonné » murmura-t-elle, sa voix se mêlant au rugissement des vagues. Avant qu'Akash ne puisse réagir, elle disparut dans un souffle de vent, se fondant dans l'obscurité. Terrifié, Akash recula précipitamment, trébuchant sur les rochers. Il s'éloigna des falaises, le cœur battant, et ne s'arrêta que lorsqu'il atteignit sa voiture. Il resta assis là pendant des heures, les mains tremblantes, se demandant si ce qu'il avait vu était réel ou un produit de son imagination. Mais les récits des anciens confirmèrent ce qu'il craignait, la femme des falaises et l'esprit d'une jeune amoureuse qui s'est jetée dans l'océan après avoir été trahie par son fiancé. Depuis, elle hante les falaises, apparaissant à ceux dont le destin est lié à la mort ou à la trahison. Les pêcheurs et les habitants de Souillac avertissent de ne jamais s'approcher des falaises la nuit, car la femme n'apparaît jamais sans raison. Si tu la vois, disait-il, prie pour qu'elle ne soit pas venue réclamer une nouvelle âme. Marovacoa, le plus grand réservoir de l'île Maurice, est un lieu de calme et de sérénité pendant la journée. Les familles viennent y pique-niquer, les pêcheurs patientent en espérant attraper un poisson, et les joggeurs courent le long des chemins bordés de vieux arbres. Mais lorsque la nuit tombe, l'endroit change complètement. La légende de la bête de Marovacoa est murmurée dans les villages d'alentour, un conte sinistre qui fait frissonner même les plus courageux. Selon les anciens, la bête est une créature mi-homme, mi-fauve, qui hante les berges du réservoir. Certains pensent qu'elle est née d'un ancien rituel qui a mal tourné, un esprit de la forêt invoqué par des sorciers qui a fusionné avec la faune sauvage. Sa description varie, certains parlent d'un monstre couvert de fourrure noire, avec des yeux brillants et des griffes capables de lacérer la chair. D'autres affirment qu'elle marche sur deux pattes, mais court sur quatre quand elle chasse. Un soir d'hiver, ravi, un garde forestier, faisait sa ronde autour du réservoir.
La brume s'épaississait, enveloppant tout de son voile humide. Sa lampe torche projetait des faisceaux de lumière vacillants, mais la visibilité était faible. Soudain, un cri guttural déchira le silence, un son qui ne ressemblait à rien de ce que Ravi avait entendu auparavant. Il s'immobilisa, le souffle court. La bête, pensa-t-il, même s'il n'avait jamais cru aux légendes jusqu'à ce moment précis. Il avança prudemment, ses bottes s'enfonçant dans la terre détrempée. Tout autour de lui, les arbres semblaient se resserrer, comme s'ils voulaient le piéger. Un autre bruit retentit, plus proche cette fois, un grognement, profond et menaçant. Ravi brandit sa torche et éclaira les buissons devant lui. C'est alors qu'il vit deux yeux jaunes, brillant dans l'obscurité, le fixant avec une intelligence sauvage. La créature émergea lentement de l'ombre, sa fourrure ruisselant de l'humidité de la brume, ses muscles tendus sous la peau. Ravi sentit son cœur s'arrêter. La bête se mit à avancer vers lui, lentement, comme un prédateur jouant avec sa proie. Il savait qu'il devait fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Soudain, un hurlement strident retentit dans les bois, et la bête s'arrêta. Elle tourna la tête, comme si elle répondait à un appel. Profondément terrifié, Ravi saisit cette chance pour se jeter en arrière, trébuchant et fuyant aussi vite que possible vers sa Jeep. Il démarra en trombe, laissant derrière lui le réservoir enveloppé de brume et la créature tapie dans l'ombre. Ravi raconta son expérience à ses collègues, mais beaucoup ne le crurent pas. Cependant, certains anciens du village firent des signes de croix en entendant son histoire, chuchotant que la bête de Marovacoa était réelle et qu'elle gardait jalousement son territoire. Les pêcheurs, eux, rapportèrent avoir vu des carcasses d'animaux sauvages déchiquetées près de l'eau, comme si une force monstrueuse s'en était pris à eux. Aujourd'hui encore, ceux qui s'aventurent près de Marovacoa après le coucher du soleil disent entendre des bruits étranges, des grognements, des branches qui craquent, et parfois même des éclairs de lumière jaune perçant la nuit noire. La bête est un avertissement, une présence ancienne et sauvage qui protège son domaine, et ceux qui la croisent sont rarement les mêmes après. Grand Bassin, ou Ganga Talao, est un lieu sacré, un lac volcanique vénéré par les hindous de l'île Maurice. Chaque année, des milliers de pèlerins viennent s'y recueillir, priant et laissant des offrandes en hommage à leur Shiva. Mais le lac n'est pas seulement un lieu de spiritualité et de paix. On raconte qu'il y a un esprit ancien qui veille, une main spectrale qui attrape les imprudents. Cette légende est particulièrement connue parmi les pêcheurs et les nageurs téméraires qui osent s'approcher trop près du bord du lac. L'histoire la plus racontée est celle de Dev, un jeune homme un peu trop audacieux pour son propre bien. Dev, connu pour sa bravoure et son penchant pour le danger, avait parié avec ses amis qu'il nagerait jusqu'au centre de Grand Bassin, même s'il savait que l'eau du lac était considérée comme sacrée et devait être respectée. Un soir de pleine lune, il se rendit au bord du lac avec ses amis, qui, même s'ils riaient et l'encourageaient, ne pouvaient s'empêcher de ressentir un certain malaise. Dev, sans prêter attention aux avertissements de ses amis, entra dans l'eau froide et sombre. Il nagea avec assurance, mais dès qu'il atteignit le milieu du lac, il sentit quelque chose attraper son pied. Une main glaciale, rugueuse et puissante, l'agrippa, tirant vers le fond. Dev lutta, se débattant désespérément, mais la main ne lâchait pas prise. Ses amis, horrifiés, se précipitèrent sur le bord du lac, criant son nom. Ils virent Dev disparaître sous l'eau, ses bras battant la surface avant de sombrer complètement. Quelques secondes plus tard, il refit surface, haletant, le visage pâle de terreur. Il parvint à rejoindre le rivage, tremblant de la tête aux pieds. Lorsqu'il expliqua ce qui s'était passé, ses amis notèrent une marque rouge sur sa cheville, une empreinte de main, comme si une force invisible avait voulu le tirer vers les profondeurs. Les anciens du temple, en entendant l'histoire, avertirent Dev qu'il avait été chanceux. La main de Grand Bassin appartient à un esprit protecteur, expliquèrent-ils. Elle attrape ceux qui ne respectent pas la sainteté de l'eau, ceux qui viennent avec de mauvaises intentions ou qui traitent ce lieu sacré avec légèreté. Dev, profondément marqué, fit des offrandes et pria pour le pardon de l'esprit, jurant de ne plus jamais traiter ce lac avec légèreté. Depuis lors, les pèlerins racontent que la main de Grand Bassin veille toujours, et qu'elle n'apparaît que pour rappeler aux humains le respect dû aux forces spirituelles qui habitent ces eaux.
Les prêtres disent que si tu te sens attiré par une force mystérieuse en t'approchant trop près du bord, c'est un avertissement, sois humble, respecte le sacré, ou tu risques de disparaître à jamais dans les profondeurs du lac. Anse-Larrey, une plage magnifique du nord de l'île Maurice, est souvent fréquentée par les familles et les amoureux qui viennent admirer le coucher de soleil. Mais lorsque la nuit tombe, le lieu prend une atmosphère plus sombre, et les anciens murmurent des avertissements, méfiez-vous de l'esprit du sanglant. Cette légende effrayante est racontée avec gravité, surtout aux jeunes qui osent défier les interdits nocturnes. Selon la légende, le sanglant est l'esprit vengeur d'un homme qui a été assassiné brutalement il y a de nombreuses années. Il s'appelait Julien, un pêcheur simple et aimant, mais son destin bascula le jour où il surprit un gang de contrebandiers en pleine activité illégale. Pour s'assurer de son silence, les criminels le poignardèrent sauvagement et jetèrent son corps dans la mer, laissant les vagues emporter son sang vers l'horizon. Mais l'océan ne put apaiser son âme. Depuis, Julien revient hanter la plage, cherchant vengeance ou simplement quelqu'un pour témoigner de son sort tragique. Une nuit, Nadia et son frère Samir décidèrent de camper sur la plage d'Anse-Larrey avec des amis. Ils étaient jeunes, pleins de vie, et le danger d'une légende ne les effrayait pas. Ils allumèrent un feu de camp, jouant de la guitare et se racontant des histoires jusqu'à ce que minuit approche. La brise de l'océan devint soudain plus froide, et une odeur métallique de sang emplit l'air, si forte qu'elle leur coupa le souffle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Samir, le front plissé d'inquiétude. Leur groupe se regarda, le malaise s'installant, mais avant qu'ils ne puissent réagir, une silhouette se dessina dans l'obscurité. Un homme, ou plutôt l'ombre d'un homme, s'avançait vers eux. Il portait une chemise blanche, mais celle-ci était tachée de sang, et son visage était déformé par une douleur indicible. Ses yeux, vides et pleins de tristesse, se fixèrent sur le groupe. « Pourquoi ne m'avez-vous pas sauvé » murmura-t-il, sa voix rauque se mêlant au vent. Nadia sentit son sang se glacer. La silhouette s'approcha, tendant une main ensanglantée vers elle. Terrifiée, elle recula en trébuchant, ses amis hurlant de peur et s'éparpillant dans toutes les directions. Mais le sanglant ne bougeait pas. Il semblait piégé, figé entre ce monde et l'autre, comme un souvenir douloureux qui ne pouvait être effacé. « Mon sang est sur cette plage, » ajouta-t-il d'une voix désespérée, « et mon âme n'a jamais trouvé le repos. » Le groupe, pris de panique, quitta la plage en courant, laissant leurs affaires derrière eux. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent le village le plus proche, haletant, les yeux écarquillés de terreur. Les habitants, en entendant leur récit, hochèrent la tête tristement. « Le sanglant ne veut pas vous blesser, » expliquèrent-ils. « Il veut juste que son histoire soit entendue, que la vérité soit connue. Mais il est piégé, condamné à errer sur cette plage jusqu'à ce que justice soit rendue. » Depuis cette nuit, Nadia et ses amis ne sont jamais retournés à Anse-Larrey après la tombée du jour. On dit que ceux qui voient le sanglant ne l'oublient jamais, car son visage ensanglanté reste gravé dans leur mémoire. Les anciens continuent d'avertir, si tu sens l'odeur du sang ou que tu vois une silhouette au loin, éloigne-toi. Ne le provoque pas, et prie pour que son âme trouve un jour le repos. Le sanglant, malgré sa souffrance, demeure un rappel tragique des crimes impunis et des âmes perdues en quête de paix. La Nicolière, un grand réservoir entouré de forêts épaisses et de collines, est un endroit prisé des pêcheurs et des amateurs de nature. Mais il y a un autre côté à ce lieu idyllique, un aspect que les habitants des environs évitent de mentionner. Ils murmurent que les eaux de la Nicolière sont habitées par une entité ancienne et malveillante, le démon de la Nicolière. Il y a des années, un groupe de jeunes décida de camper près du réservoir pour fêter l'anniversaire de l'un d'entre eux. La nuit était étoilée, et le clair de lune se reflétait sur la surface noire et immobile de l'eau. Ils installèrent un feu de camp, rient et chantèrent, leur voix résonnant dans le silence de la nuit. Mais alors que minuit approchait, une étrange sensation s'abattit sur le groupe. Le vent sembla s'arrêter, et l'air devint glacial. Un silence lourd enveloppa les environs, comme si la forêt entière retenait son souffle. Priya, l'une des filles, sentit un frisson la parcourir. Elle se retourna brusquement, croyant avoir vu une ombre glisser près de l'eau. « Vous avez vu ça » demanda-t-elle, les mains tremblantes.
Ses amis se moquèrent gentiment, accusant son imagination de lui jouer des tours, mais elle restait inquiète. Le feu, jusque-là vaillant, faiblit subitement, et une odeur de soufre remplaça l'odeur du bois brûlé. Une voix basse et sinistre, semblable à un murmure venu des profondeurs de la terre, résonna autour d'eux, « Vous ne devriez pas être ici. » Les jeunes se regardèrent, paniqués. C'est alors que l'un d'entre eux, Kavi, se pencha par-dessus l'eau pour tenter de comprendre ce qui se passait. Soudain, une main glaciale et rugueuse surgit de l'eau, agrippant son poignet avec une force inhumaine. Kavi hurla, ses amis accoururent pour le tirer en arrière, mais la main ne lâchait pas prise. Ce n'est qu'après un effort désespéré qu'ils parvinrent à le libérer, et ils reculèrent tous, terrifiés. Une silhouette sombre se dressa lentement hors de l'eau, ses yeux rouges flamboyants dans l'obscurité. Le démon de la Nicolière était là, une créature aux formes indistinctes, presque liquide, mais dont la présence dégageait une puissance terrifiante. « Vous avez perturbé mon repos, » gronda la créature, sa voix résonnant comme le tonnerre. Les jeunes, terrifiés, prirent leurs affaires et s'enfuirent, ne s'arrêtant qu'une fois de retour dans leur village. Kavi, quant à lui, resta marqué à vie par cette rencontre, son poignet portait l'empreinte brûlante de la main démoniaque, une cicatrice qui ne s'effaça jamais. Les anciens racontent que le démon de la Nicolière est une entité qui fut invoquée lors de rituels sombres, des pratiques interdites menées par des sorciers cherchant à contrôler les forces de la nature. Mais ces sorciers perdirent le contrôle de leur création, et le démon s'installa dans les profondeurs du réservoir, prêt à punir quiconque oserait troubler sa quiétude. Aujourd'hui, les pêcheurs locaux racontent que, certaines nuits, des formes sombres apparaissent sous la surface de l'eau, et que ceux qui ne respectent pas la tranquillité des lieux s'exposent à sa colère. Alors, si jamais tu vas pêcher ou camper près de la Nicolière, rappelle-toi de ne jamais provoquer les esprits des eaux. Car le démon ne dort jamais vraiment, et il attend, patiemment, une nouvelle main prudente à saisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.